Chers auditeurs, bonjour. Merci de rester fidèles à VOA Afrique et surtout d'écouter cette nouvelle édition de votre magazine, Votre Santé, Votre Avenir. Le programme que vous attendez chaque semaine pour avoir la bonne information sur les questions de santé. Au micro, vous êtes avec Rosine Mounezero et je serai en compagnie de Mouhamadou Oumfa à la co-présentation. Bonjour Mouhamadou. Bonjour Rosine, bonjour chers auditeurs. Cette semaine, nous faisons le point de la situation sur le VIH-Sida en République démocratique du Congo. L'on note des progrès et ceci grâce aux efforts des autorités. Docteur Bossiki Bernard. Nous avons développé des stratégies avancées. Nous allons sur terrain pour faire des dépistages communautaires rapprochés et avec une forte mobilisation en impliquant la société civile. Mais malgré les efforts du gouvernement, la situation est loin d'être idéale dans la lutte contre le VIH-Sida. Ange Mavouela. Jusque maintenant, on est encore à 30% des personnes qui sont sous traitement. Ça veut dire que 70% des personnes qui ont besoin de traitement mais qui ne le sont pas. Comme d'habitude, vers la fin de cette édition, dans la rubrique « À vous la parole », le docteur Armand Genkap répondra aux questions des auditeurs. Restez à l'écoute. Coup d'œil sur l'actualité. Commençons cette édition par l'actualité. Nous recevons Firmin Koyaweda. Bonjour Firmin. Bonjour Rosine. Alors au Cameroun, les autorités acquièrent de nouvelles tablettes pour soigner les maladies cardiaques. Il s'agit du CardioPad, une tablette tactile qui possède des applications embarquées à usage médical. Le ministre camerounais de la Santé publique a réceptionné mardi 17 janvier dernier un lot de 20 exemplaires destinés aux hôpitaux de district. Selon lui, l'utilisation du CardioPad va réduire le coût des examens cardiovasculaires. Il a également ajouté que les infirmiers seront formés à l'utilisation de la tablette dans chaque district ayant reçu le CardioPad. Et puis Firmin, grâce à cette tablette, les examens pourront se faire à distance. En effet, Rosine, les résultats des examens seront disponibles dans un serveur national consultable par les cardiologues affiliés. Les cardiologues pourront alors examiner ces résultats et proposer les soins sans avoir à se déplacer. Cette tablette est une aubaine pour de nombreux malades des zones rurales qui vivent loin des grands hôpitaux urbains et n'ont pas accès aux cardiologues. Le pays compte 50 cardiologues pour plus de 20 millions d'habitants, selon Arthur Zhang, le créateur du CardioPad. En 2013, alors qu'il était étudiant en ingénierie informatique, il a conçu cet appareil qui est également en cours d'utilisation au Gabon, au Népal et en Inde. Et puis en République démocratique du Congo, plus de 1000 personnes intoxiquées par des médicaments de mauvaise qualité. C'est en effet ce que vient de révéler Médecins sans frontières dans un article publié le 17 janvier dernier dans la revue The Lancet Global Health. L'affaire remonte fin 2014 quand les premiers patients présentant des symptômes tels que des raideurs dans la nuque et des contractions musculaires involontaires sont arrivés dans les centres de santé du district de l'Ituri, près de la frontière entre la RDC et l'Ouganda. En août 2015, plus de 1000 patients avaient été admis dans des établissements de santé gérés par MSF et le ministère congolais de la Santé. Et à propos de l'admission de ces patients, le personnel soignant avait tout d'abord suspecté une épidémie de méningite. Effectivement, Rosine, mais des tests approfondis semblaient plutôt indiquer l'ingestion d'une substance toxique. L'analyse des échantillons de médicaments fréquemment prescrits dans la région a révélé que la toxine détectée dans les prélèvements des patients provenait des comprimés vendus localement en tant que diazépam, mais contenant en fait de l'halopéridol, un antipsychotique utilisé dans le traitement de la schizophrénie. Une enquête est en cours pour déterminer comment ces médicaments mal étiquetés sont parvenus sur le marché. Ce travail d'investigation complexe pourrait révéler l'existence de médicaments falsifiés volontairement et plus généralement de médicaments de mauvaise qualité. Vous suivez Votre Santé, Votre Avenir sur VOA Afrique. Et l'Organisation mondiale de la santé appelle au renforcement des systèmes nationaux de sécurité alimentaire. En effet, l'appel a été lancé lundi dernier lors d'une conférence régionale sur la sécurité alimentaire à Nairobi. Le représentant de l'OMS au Kenya, Rudi Egger, a déclaré qu'alors que les pays de la région se trouvent à différents niveaux de renforcement de leur système de sécurité alimentaire, beaucoup reste encore à faire.
Et puis finalement, M. Eggers a déclaré que le renforcement des systèmes nationaux de sécurité alimentaire est une inquiétude pour la région ainsi qu'une priorité pour l'OMS. Oui, il estime par ailleurs que le renforcement des systèmes de sécurité alimentaire devrait être soutenu par le renforcement des capacités de l'éducation afin de contribuer à un cadre complet pour résoudre les problèmes de santé publique et faciliter le commerce de produits alimentaires sains et sûrs, a-t-il ajouté. Le développement des régulations et des normes est un moyen d'améliorer la sécurité alimentaire et la nutrition, a-t-il enfin expliqué. D'après une étude de l'OMS publiée en 2015, plus de 91 millions de personnes sont tombées malades et 137 000 autres sont mortes en 2015 de maladies liées à la malnutrition en Afrique. Merci Firma. Votre santé, votre avenir, l'invité de la semaine. Le VIH-Sida, ce fléau qui frappe l'humanité depuis bien des décennies, fait toujours des ravages. Avec plus de 36 millions de morts à ce jour, selon l'Organisation mondiale de la santé, le VIH-Sida continue d'être un problème majeur de santé publique. En République démocratique du Congo, la situation reste encore très préoccupante. Seulement moins de 30% des malades ont accès aux antirétroviraux. Afin de répondre aux enjeux de lutte contre le sida, et ce, sur tous les secteurs de la vie nationale, le gouvernement congolais a mis en place un programme national multisectoriel de lutte contre le sida, PNMLS. Votre santé, votre avenir a tendu le micro au docteur Bossiki Bernard. Il est secrétaire exécutif national adjoint du PNMLS. Dans cette édition, il nous parle des avancées dans la lutte et les efforts du gouvernement pour freiner l'évolution de la maladie. Il répond aux questions de notre consoeur Chouchou Kaoua à partir de Kinshasa, RDC. Il commence par nous expliquer les efforts des autorités pour dépister plus de personnes. Il faut dire que le Congolais a toujours, je dirais, envie de faire les dépistages. Quand les services s'offrent, quand nous mettons en place des stratégies de mobilisation, les Congolais pour se faire dépister, ça marche. Et surtout quand nous prenons par exemple les femmes dans les consultations prénatales avant l'accouchement, elles acceptent plus facilement à se faire dépister. Donc cette année aussi, nous avons eu de grands progrès dans les dépistages, puisque nous avons développé des stratégies avancées qui, au lieu d'attendre que les gens viennent dans les centres pour se faire dépister, nous allons sur terrain pour faire ce qu'on appelle des dépistages communautaires rapprochés avec une forte mobilisation en impliquant les ONG et donc la société civile, et pour mobiliser les gens en ciblant aussi des groupes spécifiques, on arrive à avoir le maximum de gens. Et comment ça se passe? Ça se passe dans la rue, ça se passe dans des centres médicaux ou comment ça se passe? Nous avons 2-3 modèles de dépistage. Il y a le dépistage qui se fait dans les formations médicales à l'occasion des visites et tout ça. Il y a des centres spécialisés pour les dépistages, surtout avec la société civile. Et puis, il y a des stratégies qui se font dans les milieux communautaires. Alors, à ce moment-là, on y va avec l'équipement voulu, des tentes et tout, et les gens viennent mais c'est mobile, donc on se déplace d'un point à un autre. Et docteur, dites-nous, est-ce que les personnes dépistées, ils ont un accès assez facile au traitement après? C'est là où se trouve un peu le problème, puisque le pays a opté pour l'approche tester, traiter. C'est l'approche qui est maintenant, l'option qui est maintenant levée par au niveau de l'OMS avec les nouvelles recommandations. Nous avons adhéré, mais comprenez que pour offrir et les tests et les traitements, il faut que ces produits-là, ces intrants-là, ces médicaments soient disponibles. Donc il y a plus un problème de disponibilité des médicaments qui fait qu'on y va par rapport aux ressources mobilisées, parce que vous devez sécuriser une personne qui commence à prendre les médicaments. Maintenant, là, vous devez planifier pour plusieurs années de façon qu'il ne puisse pas manquer les médicaments une fois que vous les mettez dans les programmes, dans la cohorte. Donc, c'est un problème de ressources un peu qui limite et un problème de distribution aussi. Les pays étant vastes, nous sommes encore dans des approvisionnements par estimation, et ce qui fait qu'il faut de temps en temps réajuster là où il y a plus de médicaments par rapport aux besoins réels. Il faut redéployer et ça coûte encore de l'argent.
Et ça, c'est un problème assez énorme pour la République démocratique du Congo. C'est un problème qui ne date pas d'aujourd'hui. Évidemment, même la plus belle femme ne peut donner que ce qu'elle a. La RDC a beaucoup de besoins. Le budget de l'État a été réduit, ça vous le savez. Donc les besoins sont énormes, mais les moyens sont limités. Et le budget, il a été limité, mais en rapport avec la santé, est-ce qu'il y a eu quelques avancées par rapport à ça? Bon, je ne parle pas, je ne suis pas vraiment responsable au niveau santé, mais par rapport à la lutte contre le sida, il faut dire qu'il y a des contributions de l'État, bien sûr, qui est donnée, mais on est encore loin de l'idéal. Il y a eu des progrès, ça il faut reconnaître. La dernière enquête montre qu'on est passé de 2% à presque 20%, plus de 10% de contributions de l'État dans la lutte contre le sida, ce qui est un progrès énorme, mais par rapport au gap, on est encore loin. Et donc, docteur, à quel pourcentage estimez-vous la prise en charge des personnes séropositives en République démocratique du Congo à ce jour? C'est-à-dire l'accès aux ARV, nous sommes autour de 30% sur le besoin total. Donc en nombre, sur les à peu près 400 000 personnes qui doivent accéder aux ARV, nous tournons autour de 140 000 personnes qui sont mises sous ARV. Et comparativement aux années antérieures? Il y a des progrès. Chaque fois, il y a des progrès. On évolue. Au début de l'année, on était à 137, si ma mémoire ne me trahit pas. Mais il y a eu des progrès, de nouveaux adhérents. Il y a des progrès. Est-ce que vous pouvez nous dire s'il existe de nombreux partenaires internationaux qui disposent des financements pour freiner ou éradiquer la maladie ici en République démocratique du Congo? Nous avons plusieurs partenaires, ça il faut le reconnaître, que sur le plan du financement, le financement de la riposte nationale est en grande partie dépendant des ressources extérieures, c'est-à-dire des bailleurs. Et parmi eux, vous avez le Fonds mondial, ça il faut quand même reconnaître que le Fonds mondial est le tout premier partenaire. Il y a le PEPFAR, cadre de l'initiative du président américain dans la lutte contre le sida à travers l'USAID. Et puis, vous avez aussi d'autres, notamment la Banque mondiale qui passe par les systèmes de santé. La coopération bilatérale, moins maintenant, parce que la plupart de ces pays passe par le Fonds mondial maintenant, donc ils financent à travers le Fonds mondial, ce qui fait que de coopération directe, il y a moins de financement par rapport aux coopérations directes. Et c'est à peu près combien de pourcents de leur contribution dans cette lutte en RDC? Disons plutôt que le financement des partenaires représente plus de 85, plus de 90% quand même. Hein. Maintenant, là, avec l'effort de l'État, le président de la République, quand il avait tenu la réunion du Conseil national en 2014, on a senti quand même, disons, une prise de responsabilité, ce qui fait que la quotité nationale est passée au-delà des 10%, mais le 90% reste extérieur. Donc on peut dire que la République démocratique du Congo contribue un tant soit peu à cette amélioration, à ces... Bon, là, s'il faut parler vraiment de contribution, il y a 2-3 sources, hein, globalement. Il y a les ménages, il y a l'État, il y a les partenaires. Dans l'ensemble, les ménages prennent presque la moitié des financements. Les ménages contribuent par les frais qu'ils payent pour les visites, pour le soin, l'hospitalisation, d'autres frais et tout ça, et la prise en charge des personnes vivant avec le VIH sur le plan social et tout. Donc, ça représente à peu près 50% de 48, quelque chose comme ça. Et dans les 50 restants là de financement institutionnel, c'est là où vous avez l'État et les bailleurs. Et la décision qui a été prise par le Conseil national, présidé par le chef de l'État, donc la réunion du CNMLS, c'est de réduire le poids des ménages dans la contribution de la lutte contre le sida. Et là, en principe, nous devons mettre en place un fonds national sida pour pouvoir diminuer la charge des ménages. Alors docteur, est-ce que vous pouvez nous dire comment est-ce que vous orientez ces financements qui vous sont alloués pour avoir un effet très escompté sur le terrain par rapport à la lutte en RDC? Bon, pour le gros financement, notamment le Fonds mondial et le PEPFAR, le pays est impliqué déjà dans la réflexion, dans l'écriture. C'est des pays qui
élabore les projets qui est soutenu par le Fonds mondial, qui est soutenu par les PEPFAR et tout ça. Donc nous participons à la définition de ces priorités, disons de ces projets. Et ces projets de financement tiennent compte des priorités du pays. Nous savons que la topographie de l'épidémie du sida n'est pas homogène dans toutes les provinces. Il y a des provinces qui sont beaucoup plus affectées par rapport à d'autres. Ça veut dire qu'il y a des provinces qui portent plus le poids de l'épidémie. Et c'est ce qui fait que les interventions sont orientées par rapport à ces priorités. Et puis, bien sûr, aussi avec d'autres partenaires, on échange pour déterminer là où il faut aller pour plus d'efficacité. Alors, docteur, peut-être pour terminer, quelles sont les ambitions et les actions prévues par le PNMLS dans les prochaines années pour lutter contre la maladie? Bon, les ambitions sont au regard des objectifs des ODD, donc, qui visent au niveau mondial la fin de l'épidémie d'ici à 2030 en tant que problème de santé publique. Les ambitions, c'est aussi avec l'objectif intermédiaire, toujours international, de 90-90-90, c'est-à-dire que 90% des personnes doivent connaître leur statut sérologique, parmi eux 90% doivent avoir accès aux ARV et parmi eux 90% ne devraient plus avoir la charge virale détectable, donc on ne puisse plus voir le virus, donc n'être plus capable de contaminer les autres. Nous remercions le docteur Bossiki Bernard à partir de Kinshasa en RDC. Quelqu'un l'a vécu, voici son témoignage. En RDC, plusieurs organisations non gouvernementales travaillent dans le secteur de la lutte contre le sida. La plupart de ces ONG servent de pont entre le gouvernement et les différents bailleurs qui œuvrent dans le domaine. Un travail que les acteurs trouvent non équilibré quand ils abordent le point de vue de l'apport du gouvernement dans cette bataille. C'est ce qu'en tout cas dit Ange Mavouela dans son témoignage sur le soutien que ces ONG apportent à la population congolaise. Selon lui, si le gouvernement ne fournit pas plus d'efforts pour s'impliquer davantage, le Congo risque de perdre ses partenaires dans la lutte contre le sida. On écoute Ange Mavouela, chargé de suivi et évaluation de l'Union congolaise des organisations des personnes vivant avec le VIH-Sida en RDC. Il répond aux questions de Chouchou Kaoa. Tout d'abord, il admet que des efforts ont été faits par les autorités sanitaires. C'est vrai qu'il y a eu beaucoup d'évolutions dans le pays, même au niveau global d'ailleurs. Même si au niveau pays, on parle d'évolution, mais il y a quand même des points qui restent un peu timidement évolués. Mais en gros, il y a des performances qui sont faites. Et je pense qu'à cette allure, on pourra vraiment tendre vers l'atteinte des objectifs fixés par l'ONU-SIDA à l'horizon 2020. Quand vous dites qu'il y a des points qui ne sont pas améliorés, ça veut dire quoi? Est-ce que vous pouvez nous énumérer quelques-uns? S'il faut se dire que jusque maintenant, on est encore à 30% de personnes qui sont sous traitement, ça veut dire qu'il y a 70% des personnes qui ont besoin de traitement mais qui ne le sont pas. Mais ceci, à comparer avec les années précédentes, on se dirait qu'on est en pleine évolution, quoi. Ça évolue bien. Et cette évolution, vous la mettez sous le dos de qui? De la communauté internationale ou des partenaires internationaux ou du gouvernement congolais? Malheureusement, la lutte contre le VIH dans notre pays est, ce que je dirais, extravertie, c'est-à-dire que ça dépend plus de financements extérieurs. Ce qui est malheureux, le gouvernement ne met pas assez de moyens. Maintenant, avec les deux grands pourvoyeurs de fonds, qui est le Fonds mondial et le PEPFAR, ils insistent à ce que le gouvernement puisse contribuer. C'est ce qu'ils appellent la volonté de payer. Notre gouvernement avait commencé, il y a 2 ans passés, il donnait un peu de l'argent, ce qu'on appelle contrepartie, fonds de contrepartie. Mais apparemment, cette année, ça boite un peu. Je crois que très prochainement, nous allons entamer des actions de plaidoyer pour que le gouvernement mette du paquet. Parce que maintenant, là, on voit que leurs priorités sont ailleurs. Ils sont aux élections, ils sont dans la politique. Ils oublient qu'il y a des engagements qui ont été pris avec les partenaires extérieurs. Sinon, on risque de manquer même l'argent de PEPFAR et l'argent du Fonds mondial parce qu'ils exigent à ce que le gouvernement mette
5% de contrepartie. Quelles sont les actions que vous prévoyez pour ces années qui viennent devant nous, ou cette année qui a commencé pour la lutte? En tout cas, là, du coup, je vous l'ai dit déjà, ce sont des actions de plaidoyer pour que le gouvernement mette de l'argent ou mette sa contrepartie. Parce que au mois de mars, on va commencer l'écriture ou la soumission auprès du Fonds mondial pour 2018-2020. Alors, il va falloir que le gouvernement mette ces 5%. Si le gouvernement ne contribue pas, on risque de manquer ce que le Fonds mondial pourra donner et ce que le PEPFAR pourra donner. Et comment vous expliquez ça? Qu'est-ce qui bloque le gouvernement congolais à pouvoir se mettre en exécution par rapport à ça? C'est le manque de volonté politique, je dirais ça. C'est le manque de volonté politique. Parce que on n'est pas moins riche que les pays de l'Afrique australe, le Malawi, le Botswana, le Zimbabwe, l'Afrique du Sud. On n'est pas moins riche qu'eux. Donc, chez eux, il y a cette volonté politique qui fait qu'ils contribuent à hauteur de 80-90%. Donc les partenaires extérieurs, ils viennent en supplément de ce que donne le gouvernement. Donc la faute, c'est vraiment le manque de volonté politique. Maintenant, ils ont les intérêts ailleurs, ils ont les intérêts aux élections, ils ont les intérêts à avoir des postes ministériels et consorts. On se demande, le poste qu'ils cherchent, c'est pour diriger qui? Et M. Ange, est-ce que vous pouvez nous dire quels sont les problèmes majeurs rencontrés aujourd'hui, à ce jour, en République démocratique du Congo par les personnes séropositives? C'est justement le problème de stigmatisation et discrimination. C'est ce manque d'information. C'est vrai qu'on a beaucoup parlé, apparemment, les gens ne suivent pas, les gens n'écoutent pas, les gens ne comprennent pas. Toujours on stigmatise, toujours on discrimine, toujours on pense que... Alors que, bon, le VIH, selon les scientifiques, si nous allons dans le milieu où les gens comprennent, les programmes entre nos partenaires, on s'est dit, bon, c'est une maladie, et comme toute autre maladie, comment dirais-je, comme le diabète, on peut vivre avec. Mais c'est pas ce que pense le Congolais lambda. Pour lui, c'est une maladie à éviter ou qui peut se transmettre en se parlant, en mangeant ensemble. Donc, il faut discriminer la personne qui va avec le VIH. Et les personnes avec qui vous travaillez, comment vous les prenez en charge par rapport à ce problème de stigmatisation? Maintenant, avec le PNUD encore, comme je disais, la lutte extravertie, c'est le PNUD encore qui nous appuie ou qui appuie le pays dans cette lutte pour créer un environnement favorable envers les personnes ou les minorités en général et aussi les personnes avec les VIH. Donc nous avons des programmes comme ça, des appuis ponctuels avec le PNUD qui nous aident ou qui aident à ces personnes qui sont stigmatisées, qui sont discriminées à pouvoir surmonter et même les accompagner en justice s'il le faut. Donc, c'est comme ça que nous vivons, donc vraiment à compte-gouttes. Alors, avez-vous des propositions pour une nette amélioration sur la prise en charge des malades en RDC? Oui, que le gouvernement prenne ses responsabilités. Ses responsabilités veut dire quoi? Nous avons une loi qui protège les personnes avec le VIH et dans cette loi, il est clairement dit que le gouvernement est le premier responsable. Donc, que le gouvernement mette le moyen. Et les partenaires viendraient en appui. Donc, s'il y a une seule chose qu'on peut demander au gouvernement, c'est de mettre de l'argent et définir les priorités. On le fait. Maintenant, on est en train d'évaluer le plan stratégique national et écrire un autre plan stratégique national avec les priorités du gouvernement. Mais toujours, ça restera un problème sur les finances qui va appuyer. Donc encore, il faudra attendre les Occidentaux et les partenaires extérieurs. C'est ça le... dommage, quoi. Nous remercions Ange Mavouela pour son témoignage. Questions et commentaires, c'est maintenant. Chers auditeurs, un expert vous répond. Chaque semaine, sur la page Facebook de VOA Afrique, vous êtes des dizaines à nous adresser vos questions et commentaires sur vos problèmes de santé. Comme toujours, votre santé et votre avenir vous donnent la parole et cherchent les réponses auprès des spécialistes. Pour vous répondre cette semaine, nous sommes avec le Dr Armand Gamecap. Il est médecin urgentiste et praticien au centre hospitalier universitaire de Soissons en France. Bonjour docteur.
Là, en ligne, nous sommes avec Archiduc Théodore. Bonjour Théodore. Bonsoir. Vous nous appelez d'Ondjamena, c'est ça? Je vous appelle d'Ondjamena. D'accord. Et vous avez une question à poser à l'expert, au docteur Ngenkap, c'est ça? Exactement, c'est ça. Et ma question est de savoir comment lutter efficacement contre les vers intestinaux. Comment lutter efficacement contre les vers intestinaux, c'est ça votre question? Oui, c'est bien ça, oui. Est-ce que vous avez une autre question? Oui, je voudrais savoir, est-ce qu'il n'existe pas un vaccin contre la fièvre typhoïde? Vous voulez savoir s'il existe un vaccin contre la fièvre typhoïde, c'est ça votre question? Exactement, oui, c'est ça, c'est bien ça, oui. D'accord. Merci beaucoup Théodore d'avoir appelé. D'accord, merci, bonne suite d'émission. Merci beaucoup. Concernant la première question, à savoir comment lutter efficacement contre les vers intestinaux, ce que je peux dire à Théodore, c'est que les vers intestinaux, et on en a notamment 3, les oxyures, les ascaris, le ver solitaire routénien, sont des parasites qui ne peuvent survivre seuls car ils ont besoin d'un organisme hôte pour rester en vie et surtout pour se reproduire. Et ces vers intestinaux, et notamment les larves qui les accompagnent, sont souvent présents, bien sûr, dans la sphère digestive et éliminés dans les matières fécales. Pour lutter efficacement contre les vers intestinaux, il faut, dans un premier temps, et ça c'est le premier conseil que je donnerai à Théodore, respecter des règles d'hygiène qui sont assez strictes. La première règle d'hygiène, c'est déjà se laver les mains après avoir utilisé les toilettes, car la plupart de ces vers intestinaux se propagent par les matières fécales. Il faut également que les ongles soient bien coupés parce que parfois ces vers intestinaux peuvent aller se réfugier sous les ongles et lorsqu'on s'alimente par exemple, on va finir par les ingurgiter et se réinfester alors qu'on s'en était débarrassé initialement. Par ailleurs, les larves ou les vers intestinaux qui sont éliminés par les matières fécales peuvent parfois être présents dans le linge intime. Je vais parler notamment des sous-vêtements, je vais parler des serviettes de toilette, je vais parler des gants de toilette. Et ces éléments-là, à savoir les serviettes, les gants de toilette, des objets intimes, ne doivent pas être partagés dans le cercle familial parce que ça peut aussi être un moyen de contamination, de transmission de l'infection chez quelqu'un qui avait réussi à s'en débarrasser. Et il faut laver le linge, notamment la literie, à plus de 60 degrés parce que c'est la température qui va permettre de totalement éliminer ces vers intestinaux et les larves qui s'y accompagnent. Et enfin, avoir une très très bonne hygiène alimentaire. Consommer de la nourriture qui est une nourriture qui est bien, si c'est la viande, essayer de consommer de la viande qui est cuite, qui est bien cuite et non la viande crue. Et si c'est des légumes ou si c'est des fruits, essayer de laver les fruits, laver correctement les fruits pour débarrasser les fruits d'une certaine contamination. Mais bien évidemment, ça c'était des mesures de prévention. Mais si on a déjà été infesté par le ver intestinal et qu'on veut se débarrasser, il faut consulter un médecin et ce médecin-là va prescrire un traitement qui s'appelle un vermifuge. C'est un traitement qui va permettre de nettoyer toute la sphère digestive du ver intestinal à l'aide d'un médicament. Et concernant la deuxième question de Théodore, qui voulait savoir s'il existe un vaccin contre la fièvre typhoïde. Oui, il existe même d'ailleurs 2 types de vaccins contre la fièvre typhoïde. Il y a le vaccin vivant atténué qui est très souvent administré par voie nasale. Et il y a aussi le vaccin injectable à base d'antigènes capsulaires. C'est ce qui est cette fois-ci administré par voie intramusculaire. Et c'est un vaccin qui protège à 60 à 70% une seule injection et qui va protéger la personne pendant 3 ans. Moi, je recommande énormément cette vaccination-là à Théodore s'il veut protéger contre la fièvre typhoïde. Voilà ce que je pourrais dire à Théodore. Merci, docteur. C'est la fin de cette édition de Votre Santé, Votre Avenir. Nous l'avons consacrée à l'évolution du VIH-Sida en République démocratique du Congo. Nous avons reçu le docteur Bossiki Bernard, secrétaire exécutif national adjoint du programme national multisectoriel de lutte contre le sida en RDC. Il nous a expliqué les efforts déployés sur le terrain pour réduire la progression de la pandémie. Nous avons aussi écouté le témoignage d'Ange Marvuela, chargé de suivi et évaluation de l'Union congolaise des organisations des personnes vivant avec le VIH-Sida en RDC. Il nous a résumé la situation et les besoins des malades. Nous leur disons tous merci. Merci également à Chouchou Kaoua, notre correspondante à Kinshasa, grâce à qui nous avons obtenu ces entretiens. Merci également au docteur Amangenka pour sa disponibilité à répondre aux auditeurs. Firmin Koyaweda a collaboré à cette édition pour la synthèse d'actualité et Michel Joseph était à la réalisation.
À la présentation, vous étiez avec Rosine Mounezero et Mohamedou Oumfa. Restez fidèles au programme de VOA Afrique et n'oubliez surtout pas de prendre soin de votre santé, car votre santé, c'est votre avenir. Au revoir. C'était Votre santé, votre avenir, une production de VOA Afrique. Pour vos commentaires, vos questions ou vos témoignages, retrouvez-nous sur voaafrique.com ou sur notre page Facebook VOA Afrique.